Bonjour à tous, on continue nos séances inaugurales de cette troisième année du séminaire Design with Care. Donc on va se faire une deuxième partie comme promis sous la thématique ce qui ne peut nous être volé et essayer d'amener un petit peu de détail à ce grand principe dont on est en train de donner les périmètres à travers les différents travaux et réflexions qu'on peut avoir ensemble. Alors, le sommaire, on va passer par plusieurs étapes. On va faire un petit préambule quand même, un petit préambule sur l'agir furtif et homéostatique. Vous savez que c'est quand même les deux données principales qui structurent un peu ce concept qu'on met en place. Ensuite, on ira vers la notion de furtivité, notamment avec l'idée de furtiver avec le vivant, et vous verrez pourquoi. L'homéostasie plutôt sous l'angle de l'équilibre et de la régulation, donc l'homéostasie régulatrice. Et en conclusion, quelques éléments d'outils et ce qu'on a appelé aussi de ruse, et vous le découvrirez aussi pourquoi. Donc pour rappel juste, on s'était laissé la dernière fois sur cette grande fresque qu'on a présentée notamment lors de l'exposition Climat de soins, l'époque Prendre soin lors de la capitale mondiale du design dans la ville de Lille. Donc on a demandé aussi au public d'intervenir sur cette fresque pour y rajouter aussi à la fois les référents qu'ils y voyaient en termes d'importance, soit liés au design, soit liés aux grandes failles historiques dont ils se souvenaient, qui les avaient marquées, et en quoi ça avait pu influencer aussi leur mode de réflexion, mais aussi de projection. On vous fera un petit retour par rapport à l'évolution de cette fresque, mais là vraiment dans ce cours, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans les détails. Alors on va rentrer dans des détails qui ne sont pas des détails d'ordre chronologique, c'est-à-dire qu'on ne va pas partir du tout début et puis vous faire des focus sur toutes les images, ça n'aurait pas tellement d'intérêt. Par contre, on va vous mettre en valeur un petit peu les grandes thématiques qui ressortent, comme si on était allé piocher dans tous ces détails. C'est une frise qui continue d'évoluer et qui continue de s'enrichir. On est allé piocher un petit peu les intangibles qu'on retrouve dans cette fresque et essayer de voir comment ils peuvent donner du sens à la réflexion qu'on porte sur le sujet et de voir aussi comment on peut un petit peu les structurer, les qualifier et qui peuvent peut-être nous aider à trouver aussi d'autres liens de recherche. Donc en préambule, donc sur l'agir furtif et sur l'homéostatique, il y a 4 points qui nous semblent intéressants. La nécessité de la radicalité et du paradigmatique, assumer les communs négatifs, on avait déjà fait un cours là-dessus, mais ça semble intéressant d'y revenir. Le vouloir restaurer et le vouloir faire, c'est deux notions qui vont ensemble, et puis la problématique de la sobriété. Alors sur la nécessité d'être radical et paradigmatique, peut-être en allant assez vite quand même, mais on sait, ce qu'on voulait replacer, c'est qu'on sait où se situe, on sait où on est, on sait tous, depuis Orwell jusqu'à Harcourt, voilà dans quoi on est posé, on va dire, face à un pouvoir qui a beaucoup évolué, qui est beaucoup moins unique et vertical, qui est désormais beaucoup plus pluriel. Et puis aussi qui a développé des réseaux, une forme d'horizontalité, et puis aussi peut-être avec des frontières qui sont un petit peu floutées entre contraintes et désir d'exposition. Alors là, on a mis en illustration 2 images qui, mises côte à côte, sont un peu s'entrechoquent quand même pas mal, qui sont ces bracelets pénitentiaires de surveillance. Et puis une montre, une e-montre, on va dire. Finalement, on voit bien qu'à la fois on a un produit qui parle d'exposition, qui parle soit de contraintes d'un côté, soit de désir d'exposition de l'autre, mais que c'est un peu le même type de produit. Donc comment on se place par rapport à cette possibilité d'une politique peut-être de liberté qui peut être neuve, et qui ne se dérobe pas non plus à la transparence, mais qui serait capable peut-être de la subvertir. Là, on a vraiment 2 opposés, et probablement que la voie à essayer de designer, de penser, permettrait d'éviter ces 2 écueils complètement opposés. Alors,
la surveillance qu'on peut connaître, qui est plutôt verticale ou de réseau, néanmoins, elle peut parfois s'inverser. On l'a vu, par exemple, avec Wikileaks. Mais peut-être que finalement, ce désir d'exposition qu'on consomme tous, il peut aussi peut-être s'inverser. Il peut aussi peut-être aller toucher plutôt les gouvernances que les individus. Donc, c'est quelque chose qu'on essaiera de mettre en perspective aussi. Et puis juste un point sur le titre, puisque on a couplé à la radicalité le caractère paradigmatique pour éviter aussi des contresens peut-être possibles sur la radicalité, parce que c'est un terme très très investi à l'heure d'aujourd'hui et qui est notamment investi dans sa puissance de violence. Là, ce qui nous intéressait, c'était de montrer la puissance de seuil, la puissance d'échelle, la puissance paradigmatique au sens d'une rupture, mais d'une rupture qui produit un nouveau modèle. Et donc pas simplement une radicalité qui s'exprime du côté de la destruction, mais une radicalité qui est éventuellement une destruction-création, si on veut être très schumpeterien, mais sinon, voilà, qui a de fait la volonté de penser tout un cycle, malgré tout, ensemble, et pas simplement un point. Et c'est ce qu'on fait dans les climats de soins, etc. C'est qu'à chaque fois, on a des tentatives d'investir de façon cyclique, de façon assez extensive, les dispositifs qui sont les nôtres, parce qu'on voit bien que la théorie du changement, en fait, elle est bien évidemment pas linéaire, elle est rhizomique, elle est interstitielle, et qu'on ne sait pas nécessairement en amont où ça va se porter, mais on sait aussi qu'il y a soudainement un effet comme ça, une atteinte du paradigme qui peut se faire par différents types d'actions, et c'est ce qu'on essaye de modéliser, certes de façon très qualitative, mais malgré tout qu'il est possible de partager ensuite. Donc dans ce côté à la fois radical et paradigmatique, on sait qu'il y a un certain nombre de choses sur les formes urbaines et la dissidence. Alors peut-être dans un premier temps sur les aspects plus d'approche du design ou de l'architecture, on peut citer le projet de Arthur von Balen, qui est un projet qui a eu lieu pendant des grèves à Barcelone en 2012, la grève générale, et qui était un moyen de lancer une autre forme de pavé, avec ces gros pavés gonflables qu'on voyait dans la rue, et qui avançait à la fois avec les manifestants et contre les forces de l'ordre. Cette image, elle est intéressante parce qu'elle montre aussi une forme de manière de retourner un peu un rapport de force de quelque chose de très attendu, d'impliquer la création, d'impliquer une forme de jeu. On est quand même aussi dans un registre avec les ballons d'hélium, etc., une forme de gaieté. Et ça nous semblait assez intéressant de montrer et de soulever cet intérêt aussi pour une forme de gaieté ou d'humour par rapport à ce qui peut être produit dans cette radicalité. On avait pas mal déjà parlé sur d'autres cours de l'expo qui avait eu lieu à Londres sur les objets désobéissants, donc on n'y reviendra pas. Mais on pourrait citer aussi une exposition très intéressante qui a eu lieu pendant la capitale mondiale, justement, dont la philosophe Fabienne Brugère était une des commissaires associées, qui s'appelait Les usages du monde, où on voit qu'il y a un enchâssement un peu des dimensions individuelles, sociales et politiques qui sont intéressantes dans ces notions de désobéissance. Et l'image ici est vraiment un projet très particulier, puisqu'il se situe sur une espèce de mer de lave après une éruption d'un volcan. Et finalement, cette mer de lave, elle a effacé à la fois une part de la géographie, une part du côté juridique, du cadastre, d'un tas de choses qui étaient sur la terre qui est en dessous de cette coulée de lave. Et du coup, un certain nombre de personnes sont venues s'y installer
avec une forme de liberté totalement nouvelle par rapport à ce qui était possible sur ce territoire juste avant, avec des structures qui sont des petites maisons sur pilotis presque posées, avec des formes très différentes, etc. Et c'est intéressant de voir comment finalement un événement climatique peut rebattre totalement la façon d'agir ou de se poser sur un territoire, à la fois en termes de conception, en termes de création, en termes juridiques, sur beaucoup de plans différents, avec une forme de désobéissance justement intéressante dans ce contexte. Oui, non, pareil je vais aller plus sur le titre qui a un peu fait une synthèse et qui montre bien, encore une fois, la difficulté pour nous de saisir ces nouvelles formes de régulation, d'influence, de dynamique de transformation, puisque ça part effectivement à la fois le très très local, le périurbain, jusque effectivement de la tradition très classique des mouvements sociaux internationalistes. Et on voit aujourd'hui que malgré tout, il y a des dispositifs qui attrapent les deux, et bien sûr en se mêlant par ailleurs à la création d'objets particuliers, d'images. On sait à quel point d'ailleurs les images s'inscrivent dans une stratégie, malgré tout, une stratégie de communication, stratégie de mobilisation, stratégie de retournement d'une situation, éventuellement pour aller vers de la déstigmatisation pour certains, etc. Donc voilà, ça peut apparaître dans un premier temps superfétatoire, anecdotique, et en fait quelque chose se joue de paradigmatique, d'un seuil, si on comprend tout le circuit, encore une fois, qui est derrière. Et on fait référence ici effectivement aux théories du changement de l'école de Palo Alto, de Bateson, de Václavic, et en gros qui se divise entre deux grandes théories, une théorie de l'agitation et du toujours plus de la même chose, et puis une théorie du changement qui véritablement propose une solution parfois même totalement contre-intuitive, et qui précisément va produire un véritable changement, parce que le dispositif face à cette proposition de solution, il est en arrêt, il ne sait pas faire, et donc immédiatement il est dans une obligation de ne pas toujours produire toujours plus de la même chose. Il va falloir qu'il se réorganise. Donc on est aussi dans, voilà, le design peut aussi nous amener à produire ce type de solutions qui produisent ce qu'on peut appeler éventuellement des apax, hein, des émergences un peu différentes. Ce qui est aussi sûr, c'est que cette nécessité de radicalité ou de paradigmatique, elle s'inscrit aussi dans le côté inutilisable d'un tas de choses qui sont produites. Les choses ne deviennent visibles que lorsqu'elles deviennent inutilisables. Et ça, il y a eu pas mal à la fois d'objets liés au design, de publications sur ce domaine-là, peut-être lancés en premier lieu par Papanek, avec son livre qui expliquait pourquoi et comment les choses ne fonctionnaient pas, avec cette citation qui retrouve aussi la subversion et l'humour dont on a parlé dans les projets précédents, persuader des gens d'acheter des choses dont ils n'ont pas besoin avec de l'argent qu'ils n'ont pas pour impressionner des voisins qui s'en fichent. Ça a été un peu le lancement pour Papanek d'une forme de révolution contre le design producteur d'objets qui de toute façon ne fonctionnent pas dans un contexte écosystémique global. Nicolas Nova, qui a été intervenu sur la première année du séminaire, a écrit beaucoup à ce sujet, notamment sur les flops, notamment sur les futurs, etc., pour montrer en quoi aussi c'était une panne des imaginaires, ce côté qui ne fonctionne plus, et jusqu'à l'ouverture du musée des échecs qui finalement raconte aussi comment le développement technologique, qui est souvent raconté avec une forme d'héroïsme individuel, il ignore souvent de mettre en avant aussi toutes les ombres des projets avortés, des flops, des erreurs, des dysfonctionnements, des désaveux éthiques et des catastrophes. Et je trouve que cette idée d'ombre des objets ou des productions du design qui ne sont pas montrées
Je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que c'est vrai sur des projets totalement avortés, mais c'est aussi vrai sur beaucoup de projets qui peuvent être moyens ou dont on se satisfait qu'il ait certaines ombres et dont on essaie de ne pas trop regarder ou mettre la lumière sur ces ombres-là. Alors, sur l'activisme, il y a quand même deux choses qui nous semblaient aussi vraiment intéressantes. Alors, une qui est très proche du design, qui est l'additivisme, qui est un terme qui a été conçu notamment en mêlant l'activisme et tout ce qui est 3D additionnel, toute la conception 3D additionnelle. Et notamment, il y a un très beau livre qui a été produit par une Iranienne et un Anglais, Alayari et Rourke, qui est en fait une espèce de recueil de projets et d'appels à projets qui sont là pour révéler les contradictions de notre temps à travers des projets liés à la 3D. Alors c'est assez intéressant parce que finalement, d'une part, les auteurs revendiquent que les transformations les plus profondes émergent de gestes qui sont très infinitésimaux et de réalisations qui peuvent être beaucoup plus collégiales, et notamment le principe de la 3D est fait aussi pour ce partage-là. Et autre chose qui nous touche forcément beaucoup, c'est de voir comment on peut changer le monde sans avoir à se changer soi-même. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très poussé dans cette approche un peu coup de poing des deux auteurs, et qui permet vraiment de montrer par des projets qui sont extrêmement différents, mais qui tous passent par la production d'objets en 3D, comment être un peu à la fois manifeste, être à la fois radical, être à la fois conceptuel, mais pour dire des choses sur ce qui est ressenti de la société. Puis toujours sur cette idée de l'activisme, on y reviendra à travers la théorie du donut qu'a porté Raworth, mais c'est une citation qui est intéressante aussi là-dessus et qui dit en creux, effectivement, on a besoin d'être activiste, où qu'on soit, pour changer les choses face à nos auditeurs, face à des étudiants, face à un entrepreneur dans une entreprise, etc. Mais finalement, si on n'est pas activiste, on peut être aussi taxé d'inactiviste, c'est ce qui n'est pour elle pas justifiable. Et finalement, on se demande s'il y a un entre-deux, peut-être demain, entre cette perception d'activiste ou alors inactiviste, et comment on peut aussi faire de la diplomatie par rapport à ça et dans ce contexte. Alors sur les communs, toujours, là quand on passe à ce qu'il faut assumer, parce qu'on a une grande partie de ce qui est qu'il faut assumer pleinement, ce qu'on a appelé les communs négatifs, qui est un terme qui a été en premier utilisé par un théoricien et un militant japonais qui vit aux États-Unis, qui s'appelle Sabu Kosho, qui a beaucoup travaillé notamment sur ce commun négatif qui est Fukushima. Et finalement, il va décrire la façon dont tout un process se met en place autour de ce hotspot qui est Fukushima. Donc la catastrophe arrive, dans un premier temps, toute la population s'organise. Donc il faut partir, il faut laisser des choses, récupérer certaines, enfin tout s'organise de façon assez rapide. Mais finalement, lui, ce qu'il dit, c'est que la vraie catastrophe, elle arrive après. C'est-à-dire que la vraie catastrophe, c'est l'émergence du dysfonctionnement de la gestion de l'État sur cette catastrophe, et qui est une catastrophe beaucoup plus globale, pour le coup, qui va toucher une population encore plus grande. Suite à ça, on s'aperçoit de toutes les pollutions invisibles, des mutations invisibles de la vie quotidienne. Et quand il parle de ça, il ne parle pas que des pollutions environnementales, mais il parle aussi, bien sûr, de toute le dramatique social qui arrive avec la catastrophe, de tous les renoncements politiques ou individuels, etc. Et puis après, l'étape d'après, c'est que médiatiquement, finalement, il y a une forme de quelque chose qui arrive, qui est de dire c'est bon, la catastrophe, elle est passée. Donc on enterre petit à petit ce hotspot par ce côté médiatique. Voilà, ça rentre dans l'histoire, donc c'est passé, ça n'existe plus. Et néanmoins, sont acquis un certain nombre de choses comme l'apprentissage des déplacements volontaires, de nouvelles façons d'habiter, qui vont créer autour de cette catastrophe à la fois du déni, à la fois des communs négatifs à assumer, mais à la fois aussi des nouveaux modes d'apprentissage, des nouveaux modes de savoir-faire, des nouveaux modes d'organisation.
Et finalement, ces communs sont à assumer aussi parce qu'ils ont des vertus créatrices, organisatrices qui sont intéressantes. Et je vous invite à voir ou revoir le cours du séminaire avec Alexandre Monin, notamment sur ce sujet. Mais là, Sabu-Kosho permet de poser peut-être un petit peu plus la manière dont ça écrit une perspective lorsqu'on est face à un hotspot tel que Fukushima. C'est sans doute un des points les plus importants vraiment demain pour repenser les principes de gouvernance mondiale, de se dire voilà, le jeu dernièrement de la gouvernance mondiale et de la géopolitique a été précisément de nier les communs négatifs et chacun jouant à produire un négatif et surtout à ne pas en faire du commun. Bon, et donc on voit que là, il y a véritablement un renversement de main pour réorganiser différemment, non seulement, bien sûr, la gouvernance mondiale, mais en interaction avec les États-nations directement. Donc ça, c'est déjà un premier temps, c'est-à-dire sortir de cette idée que la gouvernance mondiale, d'abord, de façon un peu naïve, ne peut produire que des communs positifs. Bien sûr que non. Il y a des choix de société qui renvoient... Voilà, il y a tout l'enjeu, c'est de faire moindre mal et communs négatifs, mais donc déjà sortir du déni, assumer ces communs négatifs et les vivre vraiment de façon commune, donc avec des principes qui sont régulateurs pour l'ensemble des parties prenantes. Et puis dans un deuxième temps, c'est vrai, sur le côté de, générativité du vulnérable, générativité du commun négatif, au sens de ça nous oblige à réinventer, à poser des solutions, à poser de l'innovation, parce que ce sont malgré tout des lieux d'hyper-contrainte. Donc toujours sur les communs négatifs, après il y a pas mal de projets autour d'initiatives de design sur la façon de reconnaître, de rendre visible, de transformer. Là, on vous a mis un des projets qui date de 2013, donc qui n'est pas totalement récent, mais qui a un peu donné le là sur cette dimension-là. C'est ce projet qui consiste à récupérer des déchets plastiques pour en faire du mobilier. Mais on a aussi tout le travail qui peut être fait depuis pas mal de temps autour de cette thématique par Émile de Vicher, qui est un designer qui avait été exposé notamment dans l'exposition qu'on avait fait sur les inventeurs et les designers inventifs ici même, au musée des arts et métiers, et qui travaille beaucoup sur ces petites manufactures qui sont qui arrivent à articuler à la fois des processus techniques, du symbolique, de l'expérience sensible, du communautaire, et de voir comment finalement ces micro-industries arrivent à recréer du collectif et à recréer dans le mode de production des formes collectives et solidaires différentes. Oui, et alors il y a... tu me laisses le... Ça c'est pour toi. La hiéro. Donc c'est pour moi la technophanie et la hiérophanie. Non, mais là, en l'occurrence, c'était aussi... voilà, c'est mis, se libérer de la magie, aller vers la culture, ça renvoie à plusieurs choses. Ça renvoie effectivement... sans doute chez Simondon vraiment de travailler à un rapport technophile avec la technique, mais sous-entendu technophile au sens de culture, au sens de connaissance, au sens d'être capable de fonctionner avec, de comprendre son fonctionnement, donc un côté très épistémo, un côté conscient de la manière dont la technique apparaît, et donc de sortir, encore une fois, de ces illusions de magie, d'instantané, qui, en fait, font du faux symbolique, font de la technique qui est réifiante, alors que précisément, on peut vraiment avoir un rapport essentiel, humain, et on est ici dans vraiment un des grands temples, le conservatoire, qui a considéré que les machines, au contraire, accompagnaient cet humanisme. Donc c'était plutôt d'aller dans ce sens-là et non pas d'aller vers un truc fantasmatique qui fait disparaître
la compréhension des choses, du monde et des phénomènes. Et alors pour continuer sur ces exemples-là, hein, on peut citer notamment le travail qui a été fait par Lee et Delcourt dans l'exposition Manufacture, avec 2 points intéressants. C'est qu'on retrouve dans cette exposition beaucoup d'exemples justement de collectifs ou de designers qui vont inventer des formes j'allais dire de micro-industries qui vont transformer soit des déchets, soit mettre en valeur des savoir-faire ou des communautés par le biais de ces petites industries de production. Et elle a cette image qui est, je trouve, assez intéressante, qui est de savoir si finalement c'est pas une forme de retour au art and craft, mais sauf qu'au bout de cette main artisanale et de designer, on aurait mis une machine, c'est-à-dire qu'effectivement on est à la fois beaucoup dans une forme d'artisanat, mais aussi dans l'intégration de modes technologiques dans ces modes de production artisanale, avec une espèce d'hybridation qui donne aujourd'hui un environnement esthétique, d'usage qui est très particulier et dont on a un peu du mal à s'approprier tous les contours, notamment en référence à tout ce qu'on a pu connaître d'une industrie de la production qui était capable de faire de la réplicabilité, qui est du zéro défaut, du sans main, mais qu'avec des machines. Enfin, il y a quelque chose de très intéressant là-dessus. Et elle dit aussi que c'est une manière souvent pour ces designers de faire du beau avec du lait, qui pourrait être une des formules qui continuerait d'aller sur la liste des formules un peu choc qu'a produit le design depuis un siècle. Alors, sur le vouloir restaurer, le vouloir faire, bon, on va avoir différents moments, mais c'est vrai que il y avait, voilà, qu'est-ce qu'on peut entendre aussi par réparation et création. C'est, comment dire, issu d'un ouvrage personnel, pour le coup, et qui essaye aussi de nous libérer d'une illusion du bonheur qui notamment se fonderait sur celle de la réparation possible. Alors, il y a plusieurs choses à dire avec la réparation. Il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est que, en métaphorisation totale, mais imaginons, voilà, un être traverse un traumatisme. Ce traumatisme va faire effraction, donc il y a une effraction du réel, et notamment du réel de la mort, comme dit Freud, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que, en somme, le processus de résilience qui peut se mettre en place, ce n'est pas en ayant une position passéiste par rapport à la réparation, au sens où, tiens, je voudrais retrouver le monde tel que je l'avais connu avant le trauma. Non, ça, en l'occurrence, on ne pourra pas réparer comme ça. Si l'idée, c'est de réparer comme ça, ce n'est pas possible. Donc, il faut bien saisir qu'en fait, dans la réparation, il y a un deuil de la réparation telle qu'elle serait définie ainsi. Et que donc, en fait, on répare par le fait qu'on va produire ailleurs, autrement et devant, donc pas dans le passé, mais devant, ce que Candy pourrait appeler une nouvelle norme de vie, et on va réparer à ce moment-là en créant, en réintégrant dans nos vies des possibilités d'émergence, etc. Donc ça, c'est un premier territoire. L'autre territoire qui est malgré tout sympathique, il faut bien comprendre, et je vais pousser la métaphore loin, un ordinateur, si vous voulez, quand ça bug, on en a tous fait l'expérience, quand ça se casse, c'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez le réparer, mais à un moment donné, voilà, vous ne pourrez plus de fait le réparer. En tout cas, il ne fonctionne pas. Donc, on peut le réparer, très bien, mais en l'occurrence, au moment où il est cassé, il ne fonctionne plus. Ce n'est pas du tout le cas avec un être humain. Un être humain, il peut être tout à fait cassé
et il peut tout à fait fonctionner. Il peut fonctionner en dysfonctionnant, mais en l'occurrence, il va fonctionner alors qu'il est cassé avec quelque chose qui s'appelle notamment la névrose. L'ordinateur n'a pas de névrose, donc il ne peut pas fonctionner avec un bug. Et donc c'est pas, encore une fois, il ne s'agit pas d'avoir une idée de qu'est-ce qui est cassé, qu'est-ce qui n'est pas cassé, etc. On est tous plus ou moins cassés, et puis on va voir. Donc l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est d'essayer de produire, encore une fois, des forces d'émergence, et c'est là où le soin nous intéresse, c'est-à-dire que, encore une fois, on dédie le soin au rendre capacitaire dans le sens de produire des commencements, produire des émergences, produire de la création, et non pas réparer, combler, compenser, au sens où on va venir remplir quelque chose qui s'appelle du vide, de la perte, etc. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai raconté, mais c'est un peu ça l'idée. Non, vas-y. Donc, dans cette capacité de réparation et de restauration, il y a un certain nombre de choses sur notre chemin. On peut penser à l'éloge du carburateur, qui est un des livres qui avait quand même marqué cette idée d'arriver à faire et penser. Une fois que le carter est fêlé, il faut mettre les mains dans le cambouis. Et qu'est-ce que ça amène aussi au mode de pensée qu'on peut avoir. Il y a aussi une attention qui peut être intéressante au déclin du monde de l'outil utilisable, et notamment par l'arrivée d'un tas d'outils très spécifiques. Si vous avez déjà essayé de démonter une tablette ou un smartphone, on vous envoie toute une gamme de micro-tournevis, de petites ventouses, de scotch incroyables, de trucs machin, qui font que ce sont à la fois des outils qui paraissent extrêmement simples, ça reste un tournevis, mais qui sont en fait tout à fait spéciaux, jamais réutilisables, il faut avoir un tour de main incroyable pour les utiliser. Donc il y a quelque chose aussi sur ce déclin du monde de l'outil qui est à signaler. Et quand même, dans la partie positive, c'est tout ce qui est, par exemple, les initiatives comme le Cradle to Cradle, qui est un modèle industriel qui va vers une forme de réflexion autour du compostage, qui pourrait s'adapter à tous les types d'objets produits, donc avec deux opportunités et deux seules opportunités qui seraient de dire à la fin de l'usage du produit, soit le produit est capable de retourner au sol sous la forme de nutriments biologiques, non toxiques, donc il est totalement biodégradable, soit c'est l'industrie qui est capable d'en assumer les nutriments techniques afin qu'ils soient recyclés à l'infini, en boucle, pour voir comment ça pourrait imiter l'équilibre des écosystèmes naturels. Donc c'est essayer de faire une boucle qui est soit totalement fermée, soit ouverte, mais si elle est ouverte, elle n'est pas ouverte aux dépens des milieux naturels, mais plutôt dans un mode de régénérescence. Oui, et c'est vrai que le côté là sympathique aussi du design, c'est de nous permettre, je dirais, de faire avec l'existant. Au sens où voilà, tout ce qui nous précède, que ce soit les objets, soit les objets qui éventuellement ont été oubliés parce que les métiers sont partis, etc., mais qui sont bien là et qui ont une puissance avec laquelle on peut fonctionner et on peut retravailler avec, soit des objets qui sont éventuellement comme ça des communs négatifs, on l'a vu tout à l'heure, et qu'on considère comme du rebut, des déchets, alors que précisément on peut faire quelque chose aussi avec cet existant, soit des objets qui sont obsolètes et qui donc eux-mêmes ont été créés avec ce phénomène de destruction programmée, alors qu'on ne devrait pas faire ça, mais qui produisent également des déchets de façon très, très artificielle. Il n'empêche que ce réel-là, cet existant-là, on peut l'attraper, on peut en faire quelque chose, c'est ça aussi. Et on peut le réinscrire dans un temps qui est un temps qui nous emmène vers aussi le déploiement, le futur. Donc toujours sur le faire, le savoir-faire, le penser-faire,
On avait déjà parlé lors d'un séminaire de ce catalogue-là de Stewart Brand. C'est un peu le premier catalogue du do-it-yourself où il incitait notamment les gens à ne surtout pas appeler les entreprises dont il proposait les semi-produits et à surtout pas les appeler pour les déranger. C'est-à-dire que si jamais on les appelait, c'était vraiment qu'on avait besoin absolument de cette pièce supplémentaire. Et en aucun cas pour créer de la consommation et faire vivre et créer un surplus de consommation. C'est assez intéressant dans l'histoire aussi personnelle de Brand, c'est qu'il avait beaucoup milité auparavant auprès de la NASA, notamment pour arriver à obtenir une image de la Terre vue de la Lune, et ainsi pouvoir faire reconnaître concrètement le destin commun de cette planète, sa vulnérabilité, donner une image, d'ailleurs c'est ce qu'il a repris sur la couverture de son catalogue, mais donner une image à la vulnérabilité du globe sur lequel on habite. Et puis Enzo Mari, on avait déjà parlé de ses projets, on peut lui rendre hommage ici, lui qui est décédé ces dernières semaines, qui était très marqué aussi par les courants marxistes italiens, notamment à cette époque-là, et qui s'est demandé comment chacun pouvait fabriquer un minimum d'outils avec un minimum de mobilier, avec un minimum d'outils. C'est très important d'entendre ça, retrouver un peu de pouvoir sur sa vie domestique et de dignité au quotidien. Donc on sent une manière aussi d'intuition qui semble relier tout ça à l'idée de prendre soin, à l'idée de soin aux individus. Toujours dans la même rubrique, alors on a déjà parlé de Thomas Lomé, donc on peut peut-être passer aussi sur Ingold, qui est quand même aussi une manière qu'on avait un peu décrite et sur laquelle on avait mis une focale sur le tout premier cours, et qui reprend sens à ce moment-là de notre démarche, notamment pour cette idée d'arriver à voir comment les choses peuvent croître en soi, de quelle manière elles deviennent une partie de ce que l'on est, comment il y a un espèce de mélange, et on y reviendra, sur ce qui est fait, ce qui est pensé, ce qui est produit avec le geste ou avec l'idée, et de trouver finalement à voir comment attraper cet ensemble sans avoir à en faire des boîtes qui ne seraient pas forcément liées les unes aux autres. Alors pour parler de ça, on invitera en début d'année prochaine Arthur Lockman, qui viendra je crois en février et qui est à la fois philosophe et charpentier, il partage son temps entre ces deux activités et justement il parle très bien de la manière dont son métier de charpentier va enrichir sa façon de penser par cette manière de faire en compagnonnage. Le point suivant, c'était sur la sobriété. Là, on vous a remis des images, on ne va pas forcément toutes les redécrire parce que ce n'est pas forcément le sujet, puis il y en a beaucoup qu'on a déjà évoqué. À chaque grande faille, forcément, il va y avoir de la part des designers une manière de réagir qui va aller souvent vers plus de sobriété. Alors pour une raison assez simple, c'est qu'il y a moins de moyens économiques, il y a besoin d'aller plus vite, il y a besoin d'être plus efficace. On n'est pas dans la dramaturgie, mais plutôt dans le besoin d'efficacité et de sérieux. Et par contre, on peut peut-être s'arrêter sur un exemple, sur une faille qui nous semblait intéressant, qui est la crise énergétique de 1973. On a vu Papanec tout à l'heure, à ce moment-là, mais on peut citer aussi Small is Beautiful, notamment parce que c'est peut-être la première fois que cet économiste Schumacher va poser un peu ce qui va donner un peu de consistance au cahier des charges qu'on peut pratiquer aujourd'hui, c'est-à-dire sur ces 5 points, essayer de faire en sorte de faire toujours à l'échelle humaine, dire que la nature est un capital et pas un revenu, se soucier des travailleurs et de l'intégrité environnementale, essayer de travailler sur une économie de la permanence et voir comment on peut être dans une autosuffisance aussi communautaire. La couverture du livre, finalement, arrive aussi, même en termes, on parlait tout à l'heure d'image, arrive avec une forme d'écho quand même à tout ce qui était produit à l'époque. C'est l'époque quand même toutes les chaises œufs, balles, etc., qui étaient ces grandes chaises en coque
qui probablement ne respectait pas grand-chose des 5 points qu'il y a ici de l'autre côté. Mais bon, en tout cas, en termes d'imaginaire, il y a un imaginaire commun qui est néanmoins en train de se développer. Et puis c'est au même moment qu'on a le fameux article et la prise de parole de Sotsas qui disait dans Casabella, aujourd'hui tout le monde me dit que je suis très méchant, tous disent que je suis vraiment méchant parce que je suis designer. On me dit que je ne devrais pas exercer ce métier. Donc on voit qu'on arrive aussi à un moment où il y a une espèce d'impossibilité dans cette faille qu'est la crise énergétique. Il y a un truc à trouver, il y a quelque chose à craquer, à déboulonner sur deux courants qui essayent de trouver comment faire de la diplomatie ensemble au moment de cette première grande crise énergétique. Et puis cette sobriété, elle est souvent aussi synonyme d'une forme de quête de quelque chose qui nous manque. Alors ça, c'est notamment venu de ce projet de Marcus Kaiser, un Solar Sinter, qui est une imprimante 3D qu'il a montée de façon très simple et est allé dans le désert pour aller fondre du sable sous l'impulsion du soleil. Il fait fondre avec sa machine du sable et ça lui permet de créer, je ne dirais pas que ce sont des objets, mais enfin en tout cas des sortes de formes de type un peu archétypal, des vases, etc. Mais ce qui est très intéressant, c'est que pourquoi il en est arrivé là. Il était alors étudiant à Londres et il n'arrêtait pas de dire à ses professeurs et à ses amis étudiants que le soleil lui manquait, qu'il en avait marre, qu'il ne se sentait pas à sa place, etc. Et puis je crois que c'est un de ses profs qui lui a dit écoute, si tu veux faire un projet sur le soleil, fais un projet sur le soleil. Et du coup, c'est devenu une forme de voyage initiatique. Il a pris ses clics et ses claques, il a construit cette idée. Il est allé là où il n'y a quasiment que du soleil et du sable. Il est allé en plein désert. Et voilà, cette espèce de lien entre l'idée de la production, de l'objet, et finalement un parcours initiatique qui prend presque tout le dessus sur le projet lui-même, nous semble vraiment intéressant dans cette idée de ce qui nous manque. Et dans un registre peut-être plus pragmatique, on peut citer Navi Raju avec tout le travail qu'il fait depuis très longtemps sur Innovation Jugaad. Redevenons ingénieux, et souvent, ce qui est souvent très étonnant dans la façon dont il présente les choses, c'est bien sûr tous les modèles, les techniques pour arriver à faire plus avec moins, etc. Mais il y a toujours une valorisation de l'intelligence personnelle, de la notion d'une forme de plaisir à faire avec ce qui est donné, qui peut être plus modeste, qui paraît toujours plus emballant, plus avenant, que de faire avec une abondance totale à la fois de process, etc. Il y a une vraie notion de plaisir là-dedans qui est remarquable. Oui, puis il y a une vraie notion pas de tragique, mais enfin on part de situations qui sont des situations pas simples, des situations de vulnérabilité, de grande précarité, et non pas on retourne, mais on fait avec et on emmène totalement ailleurs. Et ça, ce chemin, encore une fois, capacitaire de la vulnérabilité, il est vraiment très très opérationnel. Il est tellement opérationnel qu'aujourd'hui tout le monde fait du Jugaad, et pas uniquement les territoires vulnérables. Alors toujours sur la sobriété, on peut citer bien sûr Charbonnier qui essaye de montrer comment justement on pourrait dépasser cet idéal qui lie globalement la grande abondance égale la grande liberté. Donc ça on peut se rapprocher de ça. Bien sûr il y a tous les sujets liés au low-tech qui ont été développés et notamment mis en place à partir de 2013. Et peut-être faire un petit focus sur Cédric Carl, qui est un designer, un chercheur franco-suisse qui travaille depuis très longtemps sur cette idée notamment de low-tech. Alors au départ, il avait développé un système qui s'appelle Solar Sound System, qui est un système qui permet à des DJ de pratiquer un peu en tout lieu par un petit système à construire avec des panneaux solaires, une platine, des enceintes, qui a donné... donc ça, il a mis tout ça en open source et aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui ont développé ce système dans des festivals, voilà, et qui a donné une radio qui s'appelle Radio Solar, qui elle aussi est présente dans plusieurs coins du monde.
Il a aussi développé un certain nombre de projets en open source, mais aussi communautaires, notamment ce qu'il a appelé la Regenbox, qui est une recharge pour piles alcalines non rechargeables, donc basée sur des recherches qu'il avait fait sur des anciens brevets. Il a cherché à développer une boîte très très simple qui permet de recharger des piles qu'on va mettre normalement à la décharge, c'est le cas de le dire. Il travaille beaucoup sur cette idée de rétrofutur, il travaille beaucoup sur toutes ces idées d'histoire des innovations énergétiques, et je pense que c'est intéressant de voir comment il essaye de remettre en valeur même jusqu'à des choses qui sont juridiquement disponibles, c'est-à-dire quels sont les brevets qui ont été déposés au cours du dernier siècle, qui en fait proposent des solutions et des réponses à des choses qu'on fait de façon beaucoup plus compliquée aujourd'hui ou beaucoup plus gourmande en énergie ou en matériaux. Donc c'est une manière de revoir les choses autour de cette idée de sobriété qui est très intéressante. Toujours dans cette sobriété, il y a la manière aussi de se relier au cycle commun, au cycle des milieux naturels. Il y a un projet intéressant de Katharina Mischer et Thomas Traxler qui est une forme d'unité de production un peu autonome, qui produit des objets assez simples, mais surtout elle les produit en fonction du climat, c'est-à-dire qu'on le voit sur l'image, à la fois par le soleil, le vent, enfin toute l'énergie vient du climat de l'environnement de cette espèce de mini-usine. Et finalement, cette usine, elle fonctionne un petit peu comme un arbre, c'est-à-dire qu'elle produit des fruits, c'est eux qui le disent, ces fruits sont ces objets-là, mais ces fruits dépendent totalement de l'environnement climatique dans lequel est posée cette micro-usine. Ou alors le projet qui est à côté, qui est une espèce de sphère de rotomoulage qui en fait est totalement dépendante elle aussi du milieu naturel sur lequel elle est utilisée. Est-ce que c'est dans une pente? Est-ce que c'est pendant des marées? Est-ce que c'est à cause du vent qu'elle est mise en mouvement? Mais en tout cas, la production de ce qui est produit dans la coque par rotomoulage dépend totalement de cet événement climatique. Il y a plusieurs travaux qui essayent de voir comment incorporer l'événement climatique dans la manière de produire. Donc, sur la notion de furtiver avec le vivant, il y a toute une déclinaison qu'on va faire en 5 points. Le premier, c'est oui, la liberté de se camoufler, la liberté de se camoufler, de passer sous les radars. Alors, il y a peut-être une petite ambiguïté qu'il y a autour du terme de camouflage qui est aussi lié au camouflage dans la nature. On se camoufle avec des vêtements pour se camoufler dans la forêt ou dans un champ ou je ne sais où. Mais néanmoins, c'est très intéressant de voir que dans l'histoire de la création et de la conception autour du camouflage, il y a plutôt l'idée de se camoufler de la techno ou dans la techno, c'est-à-dire par exemple dès 1918, il y a Norman Wilkinson qui est aussi bien illustrateur affichiste que ce qui s'appelait camoufleur de guerre, qui va créer des camouflages disruptifs. On le voit là sur l'image du bateau en noir et blanc. Alors pourquoi ce graphisme finalement? C'est que son idée était plutôt d'essayer de créer un biais de perception pour les gens qui maniaient le canon pour détruire les bateaux et pour qu'ils aient du mal à faire la jauge pour savoir où était exactement le bateau, à quelle distance, comment il se déplaçait, est-ce que c'était l'avant, l'arrière, le côté, etc. Donc il y avait cette idée de distorsion de la perception pour se camoufler des évolutions technologiques et des capacités technologiques de l'époque. Et on va retrouver ça à de nombreux moments de la conception jusqu'à, on en avait déjà parlé de Grigory Bakounov qui avait fait ces maquillages qui permettaient d'échapper à la reconnaissance faciale. Alors depuis qu'on en a parlé, il a arrêté son travail, notamment en disant qu'il avait peur que ça soit réutilisé pour des mauvaises causes, notamment éventuellement pour lui des terroristes qui pouvaient s'approprier ce travail pour passer eux aussi sous les radars.
Et puis on peut penser aussi au travail de Eva Novak, qui est polonaise je crois, qui a fait des bijoux qui sont des sortes de détrompeurs d'intelligence artificielle, comme on le voit sur la photo, qui font un petit peu penser aux bijoux des années 20 ou 30. C'est assez étonnant de voir ces rapprochements un peu formels, qui là encore arrive à détromper l'IA sur où sont les yeux, qu'est-ce que l'œil, qu'est-ce que le nez, etc., et qui crée ces nouvelles formes de bijoux de tête. Oui, alors c'est comment dire, tout est bien dit ici. La furtivité, effectivement, ce qu'on voulait poser dans cette furtivité, c'est une manière malgré tout de demeurer. Donc c'est important, c'est-à-dire d'avoir la possibilité d'avoir un accès à un territoire, d'avoir un accès à un espace-temps. Pourquoi ? Parce que sans cet accès à un territoire ni à un espace-temps, c'est impossible de produire, c'est impossible de concevoir, c'est impossible d'expérimenter. Mais en revanche, furtivité dans le sens où il n'y a pas d'appropriation à proprement parler, il y a un régime de propriété à repenser. Donc il y a des tentatives aujourd'hui très clairement de penser ces inappropriables, ces commons, ces biens publics. On a de plus en plus des usages temporaires des espaces publics, des usines qui attendent d'être réhabilitées, des hôpitaux qui attendent d'être réhabilités. Donc on voit très bien que la furtivité, c'est pas une fuite, c'est pas du tout ça l'enjeu, c'est pas fuir, c'est produire autrement, c'est exister autrement. Et dans cet autrement, il y a une volonté éthique, il y a une volonté d'être en lien avec le vivant différent. Donc il y a une dynamique, il y a la conscience d'une dynamique écosystémique importante. Il y a la question du temps, pour ça qu'on a mis également Rosa, alors là sur un texte qui est rendre le monde indisponible, donc de sortir de cette mise à disposition de tout. Mais Rosa, il est également intéressant sur la question de la décélération, on avait tout à l'heure résonance, sur la question de comment on récupère la possibilité de faire expérience et comment on récupère la possibilité que cette expérience, on l'a dit en entrée de jeu, soit un seuil, soit paradigmatique et nous enseigne à tous, en partage, une autre manière de faire, un autre usage du monde, etc. Donc ça, ce sont des auteurs qui peuvent nous aider à penser, entre guillemets, à conceptualiser plus justement la notion de furtivité. Alors sur ce lien avec ce vivant, cette furtivité qui chemine avec le vivant, dans toute j'allais dire l'histoire du design, on va passer un petit peu d'une forme d'approche autour du biomimétisme, qui était un lien assez direct avec le vivant, à une idée plutôt qui serait sur le mélange. On a longuement parlé déjà du Crystal Palace, mais cette inspiration avec les nénuphars de Paxton, elle est vraiment un des débuts de cette idée du biomimétisme. Mais il y a aussi toute l'idée qui va arriver beaucoup plus tard, qui est une idée plutôt de voir comment, plutôt que d'être en imitation de la nature, on va faire de ce milieu naturel, de ce vivant, des espèces compagnes qui vont... avec qui on va compagner justement sur cette idée d'un monde commun, avec qui on va mettre en place une notion à la fois de responsabilité mais aussi de redevabilité, avec du coup un lien avec ce milieu vivant qui est complètement différent, qui n'est pas du tout un lien de mimétisme, mais qui est plutôt un lien de compagnonnage, qu'on retrouvera aussi beaucoup avec Kotia sur les plantes, la métaphysique du mélange, un instinct, un désir, une force qui me pousse à m'identifier à autre chose. Là encore, pour revenir sur le lien avec
j'allais dire, une expérience personnelle dont il parle volontiers, mais que je trouve très intéressante dans ce travail-là. C'est aussi ce lien avec ce jumeau qui est décédé. Et depuis, il raconte comment à chaque fois il va chercher en l'autre vivant quel est le jumeau qui est en cet autre vivant. Et cet autre vivant, ce n'est pas forcément un humain, ça peut être une plante, ça peut être toute autre chose, mais il a développé cette espèce de curiosité insatiable de l'autre avec qui je suis lié, qui porte beaucoup son travail et que je trouve vraiment intéressant. Et le design, bien sûr, a aussi une capacité à créer ces hybridations. On a, par exemple, en 2010, un travail qui avait été fait sur la notion de, une question de soins, puisque c'était sur une technologie sur les organes artificiels. Et cette designer, Véronica Ranner, s'était posé la question de voir si on pouvait faire en sorte que ce soit des cocons à soie qui viennent imprimer en 3D des organes artificiels, en se disant qu'est-ce que ça dirait aux patients, qu'est-ce que ça dirait aux soignants si finalement l'intégration en soi d'un corps a priori étranger était l'intégration de quelque chose produit par du vivant et non pas de quelque chose produit par du synthétique ou quelque chose de plus industriel. Donc c'est vraiment la question qu'elle a posée. Ou l'agaculture qui a été aussi créé à cette même époque, et une forme j'allais dire presque de symbiose avec notamment des plantes, pour voir si finalement on pourrait arriver à devenir des créatures photosynthétiques, peut-être plus proches de la façon dont fonctionnent soit des algues, soit des plantes, et de ce qu'ils ont appelé des plantimals. Donc c'est vraiment une recherche qui est là encore sur cette idée de lien, de mélange absolu, de furtivité dans de nouvelles furtivités dans ce milieu vivant qui serait recréé par ces processus. Oui, alors juste pour le biophilia, ça renvoie directement aussi au concept de biophilie qu'on trouve chez Kellert et puis chez d'autres, mais qui, encore une fois, c'est pas que... c'est là où, en philosophie, on dirait un peu les choses différemment. C'est-à-dire, c'est pas simplement la capacité de s'hybrider comme si nous étions deux corps différents, mais c'est en biophilie le fait de comprendre que non, l'humain accède à sa véritable définition s'il se lie, s'il comprend son lien avec le vivant, et qui n'est pas dans le sens d'une hybridation, mais qui est dans le sens d'un continuum. Et que c'est dans le sens de ce continuum avec le vivant que l'on va tout simplement prendre la pleine conscience de ce qu'est un humain. On voit bien que dans tous ces projets d'hybridation, il y a toujours il y a presque, j'allais dire presque systématiquement ou obligatoirement une notion de soin qui est au centre, puisque finalement dans tous les projets qu'on a pu trouver, le moteur de la recherche qui était faite, qu'il soit direct sur l'usage ou indirect, il allait être par exemple d'essayer de voir comment on pouvait mieux détecter les maladies dans le projet de Susana Suarez, qui est un projet avec des bulles en verre dans lequel il y a des abeilles qui vont être sensibles aux odeurs d'un certain nombre de maladies comme le cancer. Pareil sur le travail de David Benke sur ces jardins acoustiques, ces espèces d'écosystèmes de divertissement qui explorent notre relation à la fois culturelle et esthétique à la nature. Pareil quand on parle de la reconstruction des coraux sur des objets dans le projet de David Hénon. Enfin, à chaque fois, il y a cette idée que finalement, cette collaboration avec d'autres espèces, c'est forcément quelque chose qui est lié aussi à une forme d'attention, de soin, et que c'est presque systématique dans les projets qu'on peut trouver. Alors, pour continuer peut-être plutôt sous l'angle du globe et du climat, comme espace commun, donc finalement on a aussi cette idée qu'il va y avoir une nécessité
s'englober, hein, d'arriver à traiter la manière dont on peut plus s'intégrer à ce globe. Il y a des travaux sur les structures gonflables notamment qui ont été faits par Hans-Walter Müller qui sont assez intéressantes. Là encore, pour revenir à son histoire personnelle, c'est un homme qui, enfant, était prestidigitateur à 14 ans, qui était son premier gagne-pain, on va dire, et finalement qui a travaillé sur cette idée un peu de magie de la structure éphémère, qui reprenait des idées de globe, de structure, mais qui étaient plutôt faites pour bouger, qui étaient plutôt faites pour se mouvoir, lui-même habitant encore aujourd'hui, je crois, dans une sphère gonflable autour de Paris. Ou alors le travail de Vanessa Lorenzo, hein, qui s'intéresse à l'impact de l'humanité sur le climat, ou de Delucchi, avec son dessin des stations de terre, qui sont des lieux qui finalement proposent de remettre totalement en question la notion de propriété, qui sont influencés par les expériences atmosphériques et sensorielles. Et on va y revenir sur cette idée d'atmosphère. Néanmoins, justement, quand on parle de globe, de climat, si on reprend notre idée des grandes failles, il y a quelque chose qui ressort, par exemple, qui est assez intéressant, c'est cette idée d'atmosphère. Un philosophe qui s'appelle Dominique Desroches, en étudiant beaucoup Sloterdijk, a dit l'homme est un designer d'atmosphère. Nous, on a posé le fait qu'on essayait d'être plutôt autour du climat de soins. Et qu'est-ce qui se passe autour de cette faille ? Finalement, cette faille, elle naît par des tas de petits éléments qui vont donner petit à petit, dans le déroulement du siècle, des choses de plus en plus importantes sur cette idée d'atmosphère. Une des premières très importantes va être les troupes allemandes, hein, qui vont utiliser du gaz afin de réduire le champ du respirable. On voit sur cette image, hein, qui illustre cela, on voit quand même une forme de proximité avec ce qui nous lie aujourd'hui esthétiquement, mais c'est très étonnant de voir comment finalement cette atmosphère, cette réduction du champ va se propager dans ce siècle à travers le zyklon B, à travers le champignon atomique, à travers l'air conditionné, à travers le gaz sarin, à travers jusqu'à des programmes des États-Unis aujourd'hui, hein, qui en 2025 ont décidé qu'ils seraient capables de contrôler des conditions climatiques en temps de guerre, c'est-à-dire vraiment de contrôler totalement le climat. Alors on est passé de la notion de bulle, hein, qu'on voyait juste avant, à la notion d'écume. Sloterdijk dit assez justement que l'écume, c'est aussi un apprentissage de la fragilité, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fragile et qui disparaît beaucoup plus vite que ces globes emboîtés. Et finalement, Desroches finit par dire l'homme est un designer d'atmosphère. Et cette atmosphère, c'est ce que Sloterdijk appelle l'atmoterrorisme, hein, c'est-à-dire cette manière de créer des conditions de vie qui sont en elles-mêmes des guerres. Est-ce qu'on pourrait, nous, créer l'atmo-soin plutôt, essayer de voir comment notre climat de soins pourrait... en tout cas, c'est vraiment l'objectif de cette frise du Verschollen, c'est de faire ressortir ça. C'est qu'il y a là, on voit, c'est marqué tout au cours du siècle, on voit à quel point la conception peut s'attaquer à des choses a priori qui ne semblaient pas possibles, hein, cette idée d'air et d'atmosphère, et comment on doit, nous aussi, interpréter ça, s'y intégrer, retourner les choses, pour ne pas laisser passer des choses qui sont tout un fil de l'histoire aussi, de la conception et de la grande histoire sur cette frise. Donc si on repart de faire corps avec le climat... Oui, non, mais ça fait, ça termine juste. On peut aussi aller sur Lovelock, hein, qui a pensé, le cite là dans l'hypothèse Gaïa, l'atmosphère comme les plumes d'un oiseau et une extension d'un système vivant comme conçu pour préserver un environnement choisi.
Donc on a là voilà, une définition biosphérique, mais de tout le système Terre et comment l'atmosphère participe bien évidemment de ce système Terre et comment, résultat, nous, par une définition de designer d'atmosphère, on peut rentrer dans cette manière de faire corps et de travailler sur l'habitacle, le grand habitacle, entre guillemets, qui est celui de la Terre. Donc il y a aussi, bien sûr, dans cette idée de globe, d'atmosphère, de climat, un besoin de trouver des représentations nouvelles. Il y a un certain nombre de travaux qui sont réalisés pour le moment, à la fois par des graphistes, à la fois par des architectes, des chercheurs, etc. On voulait citer celui-là, qui s'appelle Terraforma, qui est un travail très intéressant, qui essaye de voir comment cette Terraforma, cette représentation quelle est la Terre inconnue qu'on doit découvrir aujourd'hui, en réaction à la Terra Incognita du Nouveau Monde, et qu'ils ont développé à travers des formes schématiques, graphiques, autour de 7 chapitres différents. C'est finalement la représentation par les profondeurs, la représentation par les mouvements, la représentation par les points de vie, la représentation par les périphéries, par les poux, par les creux, et par les disparitions et les ruines. Donc c'est aussi faire ressortir à travers ces travaux de cartographie justement ce qui nous est encore inconnu, bien qu'on arrive qu'on commence à bien à le cerner, mais lui donner aussi une cartographie, une représentation, une manière de s'y déplacer et de s'y mouvoir, de le présenter. Et alors sur le sujet de l'homéostasie, après la furtivité, c'est vraiment l'angle de la régulation qui nous intéresse, sur cette idée d'homéostasie, c'est-à-dire d'équilibre aussi, qui va être de plusieurs points. Oui, bon, ça on l'a revu pendant les cours, on est véritablement les enfants de à la fois Lucas Adorno jusqu'à Axel Honneth, et voilà, c'est-à-dire le grand procès de la réification dans son sens négatif. Donc là, voilà, premier objet, comment nous produisons, que ce soit à la fois des politiques industrielles ou des politiques publiques, ou tout simplement des usages du monde, des manières de vivre, qui viennent au contraire favoriser cette possibilité d'être irremplaçable non pas au sens d'être indispensable et d'être seul et unique, mais de pouvoir être agent, de pouvoir justement dédier son sujet et la singularité de ce sujet à une émergence, à quelque chose dans ce monde. Donc précisément le fait de ne pas être réifié par les politiques, les systèmes, les procédures qui sont les nôtres aujourd'hui. Et donc là aussi, dans la régulation démocratique, est-ce qu'on a 2 grands territoires aujourd'hui, ce qu'on appelle la démocratie continue avec Dominique Rousseau, ou ce que certains appellent la démocratie permanente, par exemple, on a ça chez Rosan Vallon, ou des travaux chez Loïc Blondiot, enfin bref, il y a énormément de chercheurs qui travaillent sur quelle est la forme que nous pouvons inventer entre représentation, participation, mais surtout comment repenser la liberté des modernes, une liberté des modernes qui ne serait pas une liberté de délégation, mais qui serait aussi, je ne dis pas qu'elle ne serait exclusivement, il ne s'agit pas de remplacer
la liberté des modernes parce que la liberté des anciens a été posée comme une obligation d'être aux affaires publiques, mais au contraire de dire, tiens, qu'est-ce que c'est que cette liberté des modernes? C'est une manière, malgré tout, de participer, de ne pas être dans la délégation, donc d'être au contraire dans la démocratie continue, mais comment, de voir aussi derrière comment on se forme, comment on organise son temps, quels sont les nouveaux objets, quels sont les nouveaux outils, quels sont tous les dispositifs à la fois parlementaires et para-parlementaires. On voit d'ailleurs là qu'en ce moment, il y a tout un travail autour des amendements citoyens. Donc voilà, on parle de tout ça, comment la Tour, justement, et tous ces théâtres des négociations, sa cartographie des controverses, etc., est précieuse pour aller vers d'abord ces territoires de ce qu'il appelle l'enquête comme cœur vraiment vivant du projet démocratique, au sens où d'abord comprendre, d'abord saisir, d'abord connaître, et puis ensuite, effectivement, à partir de là, trouver des outils qui nous permettent, encore une fois, de maintenir à la fois une émancipation et en même temps une transformation de ce qui nous entoure. Alors on a parlé juste précédemment de la tour et on voit aussi comment ça donne une forme architecturale et de design à la fois au mobilier, parce que le principe était aussi de pouvoir remettre en cause le nombre et le type des assemblées au fur et à mesure. Donc il fallait que les gens puissent se déplacer presque avec leur bout de table pour refaire d'autres assemblées sur d'autres thématiques au moment qu'ils le souhaitaient. Mais on peut parler aussi du Parlement des choses, qui est un autre mode d'invention des activités de dialogue et des activités de régulation sur des sujets, et notamment qui sont très inspirés des recherches anthropologiques et qui rejouent un petit peu sur des sujets, des pratiques qu'on a pu voir dans d'autres communautés, notamment par exemple la gestion des conflits chez les Maoris ou le mode de discussion silencieuse chez les Inuits, où on a un sujet de discussion, mais le sujet de discussion est traité par les regards, par les gestes, par les approches, et jamais par les mots. Donc voir comment un certain nombre d'autres modes de régulation et de dialogue peuvent être mis en place, scénarisés, dessinés avec des objets, des espaces, des services. Alors sur la partie de la régulation sociale, ce qui est sûr par rapport au champ dans lequel on est avec le design Whisker, c'est que c'est quelque chose qui est souvent travaillé sous l'angle de projection sur ce que peut être la cité. Donc on a bien sûr des exemples qui passent par la cité idéale, par le familistère, etc., et qui passent aussi par deux grands points du siècle dernier que sont la charte d'Athènes et la charte d'Aalborg, qui à chaque fois vont essayer de décrire un peu la façon dont la fonction essentielle de la cité peut se déployer, peut se créer. Sur la charte d'Athènes, il y avait quatre grandes thématiques, l'habitation, les loisirs, le travail, la circulation, et de voir comment, par exemple, la charte d'Athènes valorisait surtout le fait d'utiliser les ressources de la technique moderne. Et puis en 1994, avec Aalborg, on est dans un registre totalement différent qui prend presque ça à contre-pied, comme une anti-charte d'Athènes, qui prône la mixité, qui prône le développement durable, qui va réécrire aussi sur les modes de conception et de pensée de la cité, la manière dont la régulation sociale peut s'exprimer. Et puis ça va continuer avec des travaux comme les travaux de Patrick Bouchain, avec notamment ce travail autour de Sophie Ricard à l'hôtel Pasteur à Rennes, qui est vraiment un projet qu'on vous invite à regarder d'assez près, parce que d'une part il est très documenté, d'autre part c'est un projet qui arrive un petit peu à un premier terme, qui a été complexe à monter et à réinventer, où tout de suite les auteurs ont dit notre problématique c'est plutôt de partir sans savoir ce que l'on va faire, mais savoir ce que l'on veut faire, c'est-à-dire vraiment aller
savoir quelle est la méthode qui va être employée. Il faut savoir que Sophie Ricard avait beaucoup travaillé dans un quartier où elle a aidé à la conception et à l'usage architectural avec ses habitants. Et que finalement, par exemple, si on parle ne serait-ce que de budget, c'est un projet sur cette rénovation qui au départ avait été budgété à 30 millions d'euros et qui est aujourd'hui plutôt vers 10 millions parce que finalement les usages s'y font petit à petit et on ne va pas mettre des choses coûteuses là où il n'y en a pas besoin, mais on va vraiment essayer de chercher comment s'écrivent ces usages et comment s'écrivent ces modes de sentiment d'habiter. On peut citer aussi Pérou, qui est un collectif qui est très intéressant, qui essaye de témoigner inlassablement et de rendre public toutes les initiatives d'hospitalité qui peuvent y avoir, notamment dans des situations un petit peu d'urgence, quelle qu'elle soit, d'urgence humaine. Et leur objectif, il est assez simple, c'est de voir comment hospitalité peut faire loi, c'est-à-dire à quel point finalement la notion de cette conception de l'hospitalité peut devenir quelque chose qui fasse loi, qui soit comme ça. Donc il y a pas mal de travail qui ont été faits, notamment au travers de publications. Le dernier, je crois, qui s'appelle Des Actes de 2018, mais qui rend vraiment compte de tout cela. Et le dernier point sur la régulation, c'est plutôt la régulation industrielle. Alors la régulation industrielle, elle est encore avec notre ami Paxton là sur le Crystal Palace, peut-être une des premières fois où on va réguler l'automatisation des gestes, puisqu'on va aller mettre des pièces en série qui vont être montées de façon systématique sur l'ensemble d'un bâtiment. C'est peut-être aussi le début où l'homme devient un peu une machine à construire et puis du coup on va juger de sa performance, combien de boulons on peut monter à la minute. Et à chaque fois, va y avoir de toute façon des recherches d'échappatoires. On peut citer un exemple assez célèbre dans les rivets, notamment à l'époque de l'architecture de la charpente métallique. Il y avait énormément de rivets à monter sur les poutres pour les lier entre elles. Et on s'était aperçu que comme les ouvriers étaient payés au rivet, il y avait des modes un peu de bifurcation qui avaient été créés, des échappatoires, et notamment certains qui remplaçaient les rivets par des bouchons identiques à des bouchons de champagne. Donc comme c'était en hauteur, qu'on voyait ça d'assez loin, une fois sur 5, ils mettaient plutôt un faux rivet qui était un bouchon de liège pour gagner du temps, pour gagner de la paix en moindre pénibilité. Donc ces échappatoires, ils sont toujours un peu là dans l'histoire. Ce qui est aussi intéressant, c'est que finalement, l'échappatoire, il peut venir, sur le montage par l'individu, mais malheureusement aussi, l'échappatoire, il va venir par l'évolution technologique. C'est-à-dire que finalement, ce qui a tué totalement le rivetage, c'est plutôt l'arrivée du laminage de l'acier que la pénibilité sur le rivetage. Et ça rejoint bien sûr le management de surcroît dont on a déjà parlé, mais qui est vraiment une forme de décorrélation de la production, de la qualité du produit et de l'expérience des individus. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va arriver à ce moment-là et qui va être clé dans tout ce qui va se développer ensuite. Donc on le retrouve d'ailleurs dans la mécanisation du pouvoir, c'est-à-dire tout devient mécanisation, la mécanisation des domaines de la vie, la mécanisation au bureau. On peut se référer aussi au livre très intéressant sur l'ethnologie du bureau de Pascal Diby. On voit très bien à quel point à chaque fois les évolutions de la mécanisation, le fait que les usines quittent la ville mais que les administrations y restent, le fait que l'administration, qu'elle soit privée ou publique, devienne un lieu d'histoire, devienne un lieu où on va conserver, le fait que finalement au fur et à mesure l'architecture des bureaux va suivre l'architecture du management. Est-ce qu'on ouvre plus, est-ce qu'on ferme plus, le fait que dès qu'on va avoir des moments comme dans les années 70 où par exemple l'immobilier va devenir très coûteux, comme par hasard les bureaux vont se réouvrir en open space pour gagner de la place et faire en sorte de pallier à cette nécessité économique. Donc on a vraiment cette interaction qui est très très forte entre la mécanisation et l'expérience de chacun.
C'est étonnant aussi on parlait des petites phrases du design, mais la fameuse phrase « la forme suit la fonction », qui est attribuée à Sullivan, c'est quand même aussi une phrase qui a été prononcée, et Sullivan a travaillé exactement au même moment que le développement de ces problématiques sur les abattoirs dont on a parlé juste avant. Donc ça crée un espèce d'écho aussi un peu étonnant à ces grandes postures posées par ces phrases un peu clés du design. Alors en conclusion, sur tout ça, on a appelé ça outils et ruses pour une raison que vous allez comprendre. Alors outils, notamment la première chose, c'est que finalement on voit bien que toutes ces régulations, ce lien avec tous les éléments qu'on a pu vous amener aujourd'hui, c'est un espèce d'enchâssement qui est extrêmement précis, qui est extrêmement complexe, qu'on ne peut pas vraiment le prendre par un côté et dire qu'on viendra au suivant après. Donc il faut vraiment arriver à voir comment tout ça peut s'exprimer de façon globale. Alors pour ça, c'est probablement un des intérêts du design, c'est de voir comment on peut représenter tout d'un coup. Alors une manière de faire, ça serait de le faire comme l'économiste Keith Raworth, qui, avec cette théorie du donut, va mettre dans ce donut-là, va symboliser par la partie verte là qu'on voit ici, qu'est-ce qui est pour elle l'espace le plus sûr et le plus juste pour l'humanité. Donc il se situe en sandwich entre ce qu'elle appelle le plancher social, avec toutes les données de vulnérabilité qu'on connaît sur ces problématiques sociales, et le plafond environnemental qui est à l'extérieur, qui sont toutes les données des limites planétaires, et qui permet finalement, dans tous les points d'un projet, de voir si l'interaction qu'on a entre ce plancher et ce plafond est juste, si on est dans le registre du juste, ou si on est en train de crever ou de casser un de ces deux éléments. Nous, on a appelé ça une cartographie de la cohérence. C'est aussi un outil qu'on utilise, qui permet aussi de se remettre avec des éléments exogènes du projet. Je pense que ça, c'est assez important. C'est de dire finalement, d'essayer de voir comment, quand on focalise sur une problématique, une réponse, une vulnérabilité, comment on fait en sorte de le plus possible pouvoir partager les externalités positives ou négatives qu'on est en train de mettre en jeu et qui vont nous permettre de prendre la plus juste décision et d'avoir le plus juste regard créatif sur le sujet. Donc il y a plusieurs outils qui peuvent exister, mais qui sont, à notre avis, importants sur cette idée de l'enchâssement. Et puis, voilà, il y a quand même cette idée aussi d'aller un peu faire du braconnage culturel, comme dit De Certeau, et de trouver cette idée des ruses subtiles. Donc finalement, c'est aussi une valorisation de la fonction créative, des pratiques quotidiennes, de voir comment on peut trouver une manière de faire un peu rusée et pas forcément détectée par les autorités, que de voir comment finalement chacun dans un projet, les usagers, les patients, etc., peuvent arriver à braconner leur propre espace culturel, comme ils le racontent, de voir comment finalement on peut un peu échapper à la raison technicienne, se soustraire un peu à son silence, inventer un quotidien grâce aux arts de faire, grâce à la manière de faire sur le terrain, ce qui rejoint nos proof of care, et de voir comment tout ça finalement va tisser des formes de tactiques de résistance qui sont intéressantes. Alors là, il y a vraiment un lien par rapport à De Certeau, mais aussi par rapport à la proximité avec la micro-histoire, qui est un courant italien des années 70 qui va d'un coup regarder l'histoire par l'individu qui est un peu l'anonyme, et qu'on retrouve bien sûr dans les pratiques du design aujourd'hui. Et je pense qu'il y a peut-être quelque chose à aller chercher aussi de ce côté-là, sur cette manière de voir la grande histoire des projets, ou la grande histoire par cet anonymat, ces ruses, ces réinventions qui arrivent finalement un peu toujours. Voilà, là ça c'est une de ces citations, un tour et travers, manière de faire, des coups, astuces de chasseurs, mobilité, mise en récit et trouvailles de mots, 1000 pratiques inventives prouvent à qui sait les voir que la foule pratique l'écart dans l'usage des produits imposés, dans une liberté buissonnière par laquelle chacun tâche de vivre au mieux l'ordre social et la violence des choses. Donc c'est vraiment
qu'on a aussi proposé avec notre frise du Verstollen. Donc là, on vous a mis une image assez rapide de tout ce qui a été rajouté dans l'exposition par les visiteurs. Et voilà, la bonne nouvelle, c'est que bien sûr, ça nous amène de la matière à laquelle on n'avait pas forcément pensé, ça nous amène des choses qui sont des marqueurs pour d'autres, et c'est vraiment l'objet de ce travail. Donc soit des nouvelles failles historiques qui sont liées à des failles personnelles, c'est souvent dans le détail des petits panneaux qui ont été rajoutés, on peut voir ça. C'est assez remarquable de voir aussi l'importance des failles technologiques, c'est-à-dire qu'il y a vraiment c'est cette idée d'échec et de fêlure par rapport à la technologie qui n'arrive pas à marquer et marque aussi les gens dans la manière d'écrire cette frise. Et puis quelque chose qui est peut-être conjoncturel dû à la faille dans laquelle on est actuellement, mais vraiment aussi un besoin de se projeter, d'arriver à imaginer un hors-faille qui est très très présent. On le voit avec toutes les petites étiquettes qui dépassent de loin la fresque, mais qui sont toutes des étiquettes qui racontent le mieux d'après, quoi. La volonté d'inventer une sortie d'ornière, de revivre avec ou de vivre avec une forme de légèreté retrouvée. Enfin, il y a beaucoup de propositions qui sont assez intéressantes dans ce sens-là. Voilà, ça sera on a la date, c'est le... Normalement, oui, c'est le 2 décembre, mais on attend encore la confirmation, puis ça dépendra aussi des contraintes sanitaires, puisque il se peut que ce soit comme celui-là, c'est-à-dire enregistré et proposé à une autre date sur les réseaux habituels. Espérons que ce sera en présentiel avec Fabienne Brugère, qui par ailleurs va venir et nous expliquer les usages du monde, aussi l'exposition dont elle a été co-commissaire à Lille, justement. Et donc elle viendra, c'est un territoire qu'elle connaît bien sur design, politique publique et tous ces travaux, bien évidemment, autour de la prise en considération de la vulnérabilité. Donc ce sera le 2 décembre.